Chunk 1. Jeunesse, âge mûr. Et vous, vous êtes superbe. D'accord, content de vous voir. Je suis tombé dans celui-là. C'est bien. C'est bien que vous soyez ici aux Silver Spur Awards. Hugh O'Brian a passé des décennies à aider les jeunes par le biais de sa fondation. Il a fait des millions de dons à des œuvres caritatives. Il semblait être un véritable héros, mais lorsqu'il est mort à 91 ans, tout s'est effondré. 4 personnes différentes ont affirmé être ses enfants secrets. Il voulait sa fortune. Les batailles juridiques ont été acharnées et ont duré des années. L'argent destiné aux bourses d'études pour les enfants s'est retrouvé bloqué devant les tribunaux. L'homme qui a tenté de changer le monde a fini par détruire son propre héritage. Ces dernières années sont devenues un cauchemar que personne n'avait vu venir. Hugh O'Brian est né le 19 avril 1925 à Rochester, dans l'État de New York. Son nom de naissance était Hugh Charles Crump. Son père était un officier de marine strict que Hugh a décrit plus tard comme l'un des hommes les plus durs qu'il ait jamais connus. Sa mère avait des origines métissées, mi-allemande juive, mi-anglaise et écossaise. Dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, alors que l'antisémitisme et les attitudes négatives envers les Allemands étaient courants, ce contexte était à la fois une source de fierté discrète et de complexité sociale. Ayant grandi dans un foyer militaire discipliné, Hugh a été façonné par des rappels constants de loyauté, d'héritage et de signification du devoir. Raison des mutations fréquentes de son père, la jeunesse de Hugh a été marquée par de nombreux déménagements. 1930, la famille vivait à Lancaster, Pennsylvanie, où elle est restée 4 ans avant de déménager à Chicago. Il a fréquenté la New Trier High School à Wetka, dans l'Illinois, une école connue pour ses études rigoureuses et son athlétisme solide, même dans les années 1930. Plus tard, il a été transféré à la Keir Military School à Boonville, dans le Missouri. La liste des anciens élèves de Keir comprenait des généraux et des dirigeants politiques, et Hugh s'y est parfaitement intégré. Il a obtenu une lettre dans 4 sports: football, basketball, lutte et athlétisme. Peu d'étudiants avaient jamais accompli cela. Un rapport de Keir de 1943 le décrivait comme déterminé et infatigable, rappelant comment il pouvait courir sur piste, puis monter sur le tapis de lutte le même après-midi. Cette endurance remarquable a contribué à forger la dureté qui allait définir sa vie plus tard. À seulement 17 ans, Hugh a pris une décision qui a tout changé. Chunk 2. Il s'était inscrit à l'Université de Cincinnati pour étudier le droit classe préparatoire, mais après seulement un semestre, il est parti s'enrôler dans les Marines. C'était fin 1942 ou début 1943, plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Quelques mois, il est devenu le plus jeune instructeur de forage de l'histoire du corps des Marines, un record qui tient toujours. Bien qu'il ne soit pas encore légalement adulte, c'est lui qui formait les recrues, la plupart plus âgés que lui, dans les camps de San Diego. Ses compétences leadership ont été rapidement reconnues et il a gravi les échelons plus rapidement que presque quiconque de son époque. Son âge a rendu sa nomination si inhabituelle que des supérieurs l'ont examiné avant de le confirmer finalement dans ce rôle. Au cours de cet été 1953, tout entraînant les Marines, Hugh a également trouvé un emploi secondaire qui a ajouté une touche hollywoodienne à sa vie. Les week-ends, il se rendait à Hollywood Boulevard, où il nettoyait les vitrines des magasins pour 2 $ par devanture. C'était une somme décente pour l'époque, équivalente à environ 35 $ aujourd'hui, et cela lui permettait de sortir avec de jeunes femmes, souvent des actrices, travaillant dans ou près des cinémas. Il a ri plus tard de l'idée que des années avant que son nom n'apparaisse lumière, il frottait le verre des bâtiments, même où les stars étaient célébrées. 17 ans plus tard, 1960, sa propre étoile a été placée sur le Hollywood Walk of Fame, sur le bloc même où il travaillait autrefois. À peu près à la même époque, il a également eu son premier avant-goût du monde du spectacle. Un soir, à la Hollywood Canteen, un club USO où des stars se portaient volontaires pour servir les soldats, il a rencontré l'actrice et animatrice de radio Arlene Francis.
Elle l'a encouragé à participer à son émission de radio Blind Date, une émission animée qui mettait couple des militaires avec des actrices. À l'antenne, Hugh a rompu avec le script et a prononcé ses propres répliques, suscitant des rires et surprenant Francis. Ce geste lui a valu un rendez-vous avec la star montante Virginia Mayo et a fait parler de lui les initiés d'Hollywood. Ce petit moment lui a ouvert des portes. Peu de temps après, le travail sur scène a suivi et Hollywood s'est soudainement retrouvé sur son chemin. Lorsque son service a pris fin en 1947, Hugh est retourné à la vie civile, avec toujours l'intention de faire des études de droit. Il avait été accepté à la Yale Law School, mais avant de commencer, il a choisi de rester Californie pendant un certain temps. Il a fini par vivre dans une pension de famille qui abritait plusieurs des Goldwyn Girls, les danseuses glamour des comédies musicales de Samuel Goldwyn. Il gagnait sa vie aidant à la maison, faisant le ménage et de petites corvées, tout s'imprégnant de l'atmosphère d'Hollywood. Le projet d'étudier le droit a commencé à s'estomper à mesure que les opportunités d'acteurs se rapprochaient discrètement. Le tournant s'est produit en 1947 lorsqu'il a assisté à une répétition de la pièce de Somerset Maugham, Home and Beauty. Il était là uniquement pour regarder sa petite amie se produire, mais lorsque l'acteur principal s'est tombé malade, on a demandé à Hugh de le remplacer. Sans préparation, il est monté sur scène et a lu les répliques. Le spectacle a continué, les critiques l'ont félicité et soudain, des agents l'appelaient là. L'expérience a changé sa vie du jour au lendemain et l'idée de devenir avocat a été remplacée par un nouveau rêve. Peu de temps après, la réalisatrice et actrice Ida Lupino l'a remarqué et l'a invité à passer un essai à l'écran pour son film Never Fear. Sorti en 1949, le film racontait l'histoire d'une danseuse atteinte de poliomyélite, un sujet profondément ressenti par le public pendant l'épidémie. Hugh a joué le rôle d'un physiothérapeute face à Sally Forrest et sa performance a attiré l'attention. Chunk 3. Le succès a mené un contrat avec Universal Studios, lui donnant de la stabilité dont tout jeune acteur rêvait. Même son nom a pris une tournure hollywoodienne. Son vrai nom, Hugh Charles Crampe, a causé des problèmes lorsque son premier programme de théâtre l'a imprimé sous le nom de Hugh Crappe, une erreur qui a provoqué des rires et l'a fait s'inquiéter d'éventuels futurs embarras. Il a choisi d'utiliser le nom de famille de sa mère, O'Brien. Mais lorsqu'il a été tapé incorrectement comme O'Brien, il a décidé de le garder ainsi. Ironiquement, le nom qui l'a rendu célèbre est né d'une simple faute de frappe. Chez Universal, il a passé 3 ans à étoffer son curriculum vitae avec des rôles mineurs. La plupart étaient petits, parfois non crédités, mais il a saisi toutes les occasions de progresser tant qu'acteur. Dehors du studio, il a rejoint de petits groupes de théâtre et s'est produit avec la Santa Barbara Stock Company, travaillant constamment à s'améliorer. Soir après soir, il a peaufiné son timing et son jeu. L'ascension de Hugh O'Brien à Hollywood a été rapide. Après avoir remporté le Golden Globe de la révélation la plus prometteuse 1954, décerné pour sa performance de 1953, tant que Lawton Tom Lamar dans The Man from the Alamo. Ce qui a rendu la victoire inhabituelle, c'est qu'il a égalisé avec 2 autres jeunes acteurs, Steve Forrest et Richard Egan, montrant à quel point Hollywood était compétitif à l'époque. Du jour au lendemain, le prix a placé O'Brien dans la même conversation que les futurs acteurs principaux. Il lui a donné de la crédibilité et lui a ouvert les portes à des rôles plus importants, l'aidant à échapper aux stéréotypes superficiels qui piégeaient souvent les beaux acteurs dans les années 1950. La reconnaissance de la Hollywood Foreign Press Association est devenue la base de ce qui s'est transformé une carrière impressionnante au cinéma et à la télévision. 1954, O'Brien a participé à des productions majeures. Il a joué Mike Devo dans Broken Lands, un film Technicolor et CinemaScope aux côtés de Spencer Tracy et Robert Wagner. Le film a remporté le Golden Globe du meilleur film, promouvant la compréhension internationale, et a été nommé 2 fois aux Oscars. La même année,
il a montré une facette très différente de son talent dans There's No Business Like Show Business, jouant Charles Gibbs dans une comédie musicale étincelante d'Irving Berlin avec Ethel Merman et Marilyn Monroe. Le contraste entre un western familial sérieux et une comédie musicale hollywoodienne étincelante a prouvé que O'Brien était plus qu'un beau visage. Il avait la compétence de passer d'un genre à l'autre et le public l'a remarqué. Malgré la sécurité d'un contrat de studio, O'Brien a pris une décision audacieuse au début de sa carrière. Après 3 ans avec Universal Studios, il est parti. La plupart des acteurs s'accrochaient au contrat de studio pour des rôles et des salaires garantis, mais O'Brien voulait plus de contrôle. Il a renoncé au filet de sécurité échange de la liberté, prenant des rôles d'invité dans des films et à la télévision pour bâtir une carrière selon ses propres conditions. Le pari a fonctionné. 1 an, il a décroché des rôles dans Broken Lands et There's No Business Like Show Business, ouvrant la voie au rôle qui allait le définir, Wyatt. Il s'est également forgé une réputation pour avoir réalisé ses propres cascades dangereuses. Dans une scène de fusillade mémorable, il a laissé un cascadeur tirer avec une arme à plomb chargée d'une capsule de sang directement sur son front. Chunk 4. Il n'y a pas eu de répétition et un faux mouvement aurait pu mal tourner. Le sang a éclaté exactement à temps, choquant le public et prouvant l'engagement d'O'Brien envers le réalisme. Beaucoup pensaient qu'il prenait des risques inutiles, mais pour lui, cela valait la peine. Ce dévouement l'a séparé des acteurs qui comptaient sur des doublures et a montré à Hollywood qu'il était sérieux au sujet de son métier. Hors écran, O'Brien a étudié la méthode Stanislavski tout restant pleine forme physique. Il jouait au tennis, naviguait, nageait et parcourait de longues distances à vélo. À une époque où la plupart des acteurs s'entraînaient uniquement pour l'apparence, il se tenait prêt pour les exigences physiques des westerns et des rôles d'action. Il passait également du temps avec des vétérans de l'industrie, apprenant des techniques qui approfondissaient ses performances. Cet équilibre entre discipline et étude lui a donné la rare capacité de réussir à la fois dans le drame et l'action, renforçant sa réputation dans l'industrie. 1955, à seulement 30 ans, il a été choisi pour la vie et la légende de Wyatt Earp. La décision a surpris beaucoup de gens car de grandes stars comme George Montgomery avaient également été envisagées. Mais les producteurs ont vu O'Brien un mélange de présence robuste et d'héroïsme moderne. L'émission a été lancée le 6 septembre, seulement 4 jours avant Gunsmoke. O'Brien est apparu dans les 229 épisodes, ce qui était inhabituel à l'époque, et est rapidement devenu un nom familier. Sa voix, son apparence et son interprétation du légendaire Marshall l'ont rendu inoubliable. Pour se préparer, O'Brien a acheté la biographie de Stuart N. Lakes de 1931, Wyatt Earp, Frontier Marshal. Un livre de 322 pages qui a alimenté la fascination du public pour l'homme de loi. Il a même contacté Lake lui-même et l'a convaincu d'agir tant que consultant pendant les 2 premières saisons. La présence de Lake sur le plateau a ajouté des détails et de l'authenticité, aidant O'Brien à ancrer le rôle dans des histoires qui brouillaient. La frontière entre le fait et la légende. Le livre a ensuite inspiré plusieurs films et est resté l'une des sources les plus influentes menées sur Terre. Malgré les débats sur son exactitude, l'émission est arrivée à un tournant de la télévision. Jusque-là, la plupart des westerns étaient de simples contes de moralité pour enfants. Mais une semaine extraordinaire de septembre 1955, 3 émissions ont changé cela. Wyatt Earp, Gunsmoke et Cheyenne. Ensemble, ils ont créé ce qui est devenu connu sous le nom de western pour adultes, se concentrant sur la profondeur des personnages et les dilemmes moraux au lieu de simples histoires de bien contre mal. 1959, il y avait 26 westerns pour adultes à la télévision aux heures de grande écoute, faisant du genre l'une des forces les plus puissantes du divertissement américain. Le succès de Wyatt Earp a été énorme. Au cours de sa 3e saison,
De 1957 à 1958, l'émission s'est classée au 6e rang des cotes d'écoute américaines, avec une moyenne de 13,7 millions de téléspectateurs. Les autres saisons sont restées près du top 10, gardant l'émission parmi les programmes les plus populaires d'Amérique. 6 ans, elle a diffusé 229 épisodes, un nombre record pour les westerns à cette époque. Conk, 5. La performance d'O'Brien l'a rendu si reconnaissable que les fans s'adressaient souvent à lui tant que maréchal longtemps après la fin de l'émission. Pourtant, son engagement envers le réalisme a eu un coût personnel. Pour rendre les scènes de fusillade convaincantes, il a insisté pour utiliser des charges complètes de calibre 45. Au lieu des quarts de charge plus sûrs que les autres acteurs utilisaient, chaque jour de tournage signifiait tirer jusqu'à 100 cartouches, et bien que l'équipe puisse porter une protection auditive, O'Brien ne le pouvait pas. Les dommages se sont accumulés lentement et, à la fin des années 1960, il a commencé à perdre l'ouïe. Finalement, il a eu besoin d'appareils auditifs juste pour suivre les conversations. Il a admis plus tard: « J'ai perdu une bonne partie de mon ouïe pendant le tournage, mais je suis content d'avoir utilisé des charges complètes. Je le paie maintenant parce que j'ai perdu beaucoup de mon ouïe pendant ces années de tournage de Wyatt Earp. » 1957, Hugh O'Brien est devenu plus que le visage de Wyatt Earp. Cette année-là, il est apparu régulièrement dans les plus grandes émissions de variété d'Amérique, notamment le Nat King Cole Show, le Jackie Gleason Show, le Ed Sullivan Show et le Dinah Shore Chevy Show. Ses apparitions au Nat King Cole Show, les 22 et 29 octobre 1957, ont été particulièrement importantes. Cole a été le premier artiste noir à animer une série de variétés sur un réseau national, et la présence d'O'Brien l'a mis contact avec un moment de la télévision qui a remis question les frontières raciales seulement 2 ans après le meurtre d'Emmett Till. Partager la vedette avec des légendes comme Jackie Gleason et Ed Sullivan la même année était presque inouï pour une star de la télévision western. Son horaire reflétait le sommet de sa popularité, car The Life and Legend of Wyatt Earp est resté dans le top 10 des émissions américaines tout au long de cette période. Quelques années plus tard, O'Brien s'est retrouvé à jouer un rôle inattendu. Le 10 décembre 1962, Raymond Burr a été mis à l'écart pour une intervention chirurgicale d'urgence, laissant Perry Mason sans son chef de file. O'Brien a été invité à le remplacer, tant qu'avocat Bruce Jason pour l'épisode de 1963, The Case of the Two-Faced Turnabout. Il n'a pas été choisi par hasard. Des années plus tôt, il avait été un bon voisin de Gail Patrick, la productrice exécutive de l'émission, allant même jusqu'à tondre sa pelouse. Cette simple gentillesse a refait surface au bon moment. L'épisode est devenu l'un des rares chapitres sans Burr et a été retenu pour la nouveauté de voir la star de Wyatt Earp plaider une affaire devant le tribunal. Les critiques ont qualifié l'intrigue d'invraisemblable, mais la performance d'O'Brien a ajouté une note mémorable à sa carrière et à l'histoire de l'émission. Au début des années 1970, O'Brien était prêt pour quelque chose de différent. 1972, il a joué dans la série Search de NBC incarnant Hugh Lockwood, un agent de haute technologie équipé de caméras miniatures dans des pinces à cravate et des bagues ainsi que des implants dentaires et auriculaires qui renvoyaient des flux directs à un quartier général appelé Probe Control. Le format était avance sur son temps, mélangeant l'action de style James Bond avec la technologie inspirée de la NASA. O'Brien a partagé la vedette avec Tony Franciosa et Doug McClure alors que la série faisait tourner les têtes. Mais l'émission n'a jamais atteint le succès qu'il espérait. Après seulement 23 épisodes, elle s'est terminée avec une cote Nielsen de 14,6, se classant au 63e rang sur 75 émissions de la saison 1972-1973. Bien que de courte durée, ces gadgets futuristes lui ont valu plus tard un culte auprès des fans d'histoire, de science-fiction et d'espionnage. La carrière cinématographique d'O'Brien était tout aussi variée.
1965, il a joué Hugh Lombard dans Ten Little Indians, une adaptation du célèbre mystère d'Agatha Christie. Chunk 6. 1976, il a assumé le rôle du joueur Jack Holford dans The Shootist, le dernier film de John Wayne. Ce fut un moment historique, plaçant O'Brien face à la légende Wayne dans sa dernière performance à l'écran, que beaucoup ont considéré comme la fin symbolique de l'ère du western. Des années plus tard, 1988, il s'est présenté à une nouvelle génération tant qu'homme d'affaires impitoyable Granger dans la comédie Twins, jouant aux côtés d'Arnold Schwarzenegger et de Danny DeVito dans un succès au box-office. Même temps, O'Brien était déterminé à montrer au public qu'il était plus qu'un héros de western. Le 11 janvier 1964, il a animé le Hollywood Palace avec des stars comme Ginger Rogers et Johnny Mathis qui ont participé à l'émission qui a attiré plus de 20 millions de téléspectateurs. 1965, il est apparu dans la série de variété musicale Shindig, qui a présenté The Who et The Rolling Stones au public américain. S'engageant dans la musique rock et la culture adolescente, O'Brien a prouvé qu'il pouvait s'adapter aux goûts changeants des années 1960, ce que beaucoup de ses pairs ont eu du mal à faire. Alors que sa carrière prospérait, sa vie personnelle l'a maintenu à la une des journaux. Dans les années 1960, il était connu comme l'un des célibataires les plus convoités de Hollywood, souvent lié à des femmes glamour comme la princesse Saria, l'ancienne reine d'Iran, l'actrice oscarisée Rita Moreno et la mannequin et actrice Susan Denberg. Leurs sorties publiques lors de premières et de fêtes ont alimenté des histoires de tabloïds constantes, montrant O'Brien comme le playboy riche et mystérieux que beaucoup imaginaient, mais que peu connaissaient vraiment. C'était un contraste frappant avec l'homme de loi droit qu'il incarnait à l'écran. Puis est venu un scandale qui a ébranlé son image soigneusement construite. 1969, la photographe de Los Angeles Adena Edquez, parfois orthographiée Edkos, a déposé une demande de reconnaissance de paternité, affirmant que O'Brien était le père de son fils, Hugh Donald Crump, qui avait alors 16 ans. Elle a dit que le garçon avait été conçu pendant leur relation 1951. Après des années de déni, le tribunal a statué sa faveur, déclarant O'Brien comme le père légal. La décision était inhabituelle pour l'époque, car les affaires de paternité de célébrités devenaient rarement publiques. Le tribunal a ordonné à O'Brien de verser 250 $ par mois pension alimentaire pour enfants. Pour les fans qui l'adoraient comme le Wyatt Earp moral, c'était une révélation stupéfiante. La presse a suivi tous les détails, exposant l'écart entre son personnage télévisé héroïque et ses choix personnels. Des lettres de fans ont afflué, certaines exprimant leur déception, d'autres offrant leur soutien, tandis que les producteurs s'inquiétaient de l'impact du scandale sur sa carrière. L'embarras ne l'a jamais complètement quitté. Les initiés d'Hollywood ont noté à quel point l'affaire l'avait profondément blessé. L'homme qui avait bâti sa réputation jouant des personnages honorables était maintenant un exemple de la rapidité avec laquelle une affaire privée pouvait devenir un règlement de compte public. Le scandale reflétait le climat social changeant des années 1960 lorsque les stars n'étaient plus à l'abri de l'examen minutieux. Même des décennies plus tard, la controverse l'a suivi. Lorsque O'Brien est décédé 2016, sa fiducie a révélé un langage qui a stupéfié beaucoup de gens. Il déclarait clairement « Je n'ai pas d'enfant, vivant ou décédé ». Il est allé plus loin, nommant spécifiquement Hugh Donald Crumpa et Adena Edkos, ainsi que d'autres, pour les exclure de toute réclamation sur sa succession. La fiducie valait des millions et le libellé brutal a montré à quel point il était déterminé à les tenir à l'écart de son héritage. La déclaration a même rejeté toute preuve future qui pourrait suggérer des héritiers. Chunk 7, 1958. Alors que Hugh O'Brien avait 33 ans et qu'il était au sommet de sa gloire jouant Wyatt Earp à la télévision, il a reçu un message qui allait changer le reste de sa vie. L'appel lui demandait de se rendre à Lambaréné, un village isolé du Gabon
où le lauréat du prix Nobel de la paix, le Dr Albert Schweitzer, dirigeait un petit hôpital. Le voyage a été long et difficile, impliquant un avion commercial, un avion de brousse et même un canoë sur le fleuve Ogooué. À son arrivée, il est entré dans un monde très différent d'Hollywood. Pendant 9 jours, il a regardé Schweitzer et son équipe soigner des lépreux sans électricité, sans eau courante et sans se plaindre. L'expérience l'a secoué et inspiré. À peine 2 semaines après son retour Amérique, il a fondé le tout premier séminaire de leadership des jeunes Hugh O'Brien à Los Angeles, commençant un mouvement qui allait prendre une ampleur bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Avant que Hugh ne quitte l'Afrique, Schweitzer lui a pris la main et lui a posé une question qui ne le quitterait jamais. Il a dit « Qu'allez-vous faire de cela ?» Il ne parlait pas de la célébrité d'une manière légère. Il demandait comment Hugh utiliserait sa position, son influence et sa voix. Les mots l'ont profondément touché, et pendant des semaines. Mais il n'a pas pu cesser d'y penser. Ils l'ont forcé à remettre question le sens de sa vie. Il aurait pu retourner à Hollywood et traiter l'expérience comme un souvenir passager, mais il ne l'a pas fait. Il a décidé que sa célébrité ne signifiait rien, à moins d'être utilisée pour faire une différence. Cette simple question est devenue la graine de tout ce qu'il ferait ensuite. Dans les années 1960, Hugh était confronté à une bataille personnelle qui menaçait de le faire dérailler. Des années de tournage de scènes de fusillade, tirant parfois plus de 100 cartouches dans un seul épisode sans protection auditive, lui avaient causé une perte auditive importante. Les dommages étaient permanents. Et cela a entraîné le genre de solitude que seuls ceux qui ont des handicaps cachés comprennent vraiment. Les séminaires qu'il avait créés sont devenus sa réponse à cet isolement. Hobby lui a donné non seulement la chance d'aider les autres, mais aussi un moyen de se sentir à nouveau connecté. Entouré chaque année de jeunes leaders ambitieux, il a trouvé un but et un sentiment d'appartenance dans leur énergie. Ce n'était pas seulement de la philanthropie, c'était de la thérapie. Au lieu de s'éteindre dans le silence, il a choisi de bâtir un héritage qui lui survivrait. De ce petit début, Hobby est devenu quelque chose d'extraordinaire. Plus de 500 000 étudiants des 50 États et de plus de 15 pays ont participé à ces programmes. Chaque année, plus de 8500 jeunes participent à l'un des 70 séminaires ou plus qui se tiennent dans le monde entier. Depuis 1998, les anciens élèves de Hobby ont donné plus de 5 millions d'heures de service à leur communauté. Hugh disait souvent que c'était sa plus grande fierté. De tous les rôles qu'il a joués et de la gloire dont il a joui, rien ne se comparait au fait de voir des jeunes découvrir qu'ils pouvaient pas les faire faire une différence. 8. Il savait que ces chiffres signifiaient que son travail touchait bien au-delà de lui, poursuivant le défi que Schweitzer lui avait lancé autrefois. Pour élargir le programme, Hugh a utilisé toutes les ressources à sa disposition. Il a sollicité des faveurs auprès d'amis d'Hollywood, a attiré la couverture médiatique et a dépensé une grande partie de son propre argent pour s'assurer que les séminaires non seulement survivent, mais prospèrent. À la fin des années 1970, Hobby s'était étendu à 19 pays. Son objectif a toujours été la pensée critique, la responsabilité civique et l'empathie, les mêmes valeurs que Hugh avait vues Afrique. Privé, il a admis que le travail comblait également le vide qu'il ressentait parfois à cause de ses problèmes d'audition et de la douleur des relations ratées. Se consacrer à Hobby était sa façon de transformer une perte personnelle quelque chose de plus grand. C'était une rédemption construite non pas sur le regret, mais sur l'action. À 81 ans, Hugh y a de nouveau surpris le monde se mariant pour la première fois. Le 25 juin 2006, après 18 ans de vie commune, il a épousé Virginia Barber au Forest Lawn Memorial Park à Glendale. Virginia était une enseignante de près de 30 ans sa cadette, et leur longue relation avait défié les gros titres habituels d'Hollywood. Le mariage a attiré 300 invités et a même comporté une sérénade de Debbie Reynolds, célébrée par le télévangéliste Robert Schuller.
On l'a appelé A Wedding to Die For parce qu'il a eu lieu dans le même cimetière où Hugh serait un jour enterré. Le lieu inhabituel correspondait à son sens de l'humour et à son refus de suivre les règles de la tradition hollywoodienne. Au lieu d'une lune de miel dans un centre de villégiature glamour, le couple est allé à l'université d'Oxford pour étudier la philosophie. Hugh a expliqué son choix, disant qu'un esprit actif était tout aussi important qu'un corps actif. Les amis qui le connaissaient peu connaissaient bien ont dit que le mariage était à la fois une victoire et un adieu. Hugh avait évité l'engagement pendant des décennies. Pourtant, finalement, dans ces années 80, il a cédé à l'amour et à la compagnie. Même temps, il était déjà confronté à plus de problèmes de santé et à une dépendance croissante au soutien de Virginia. Pour ses amis, c'était doux amer. Mais pour Hugh, c'était la preuve qu'il n'était jamais trop tard pour accepter le changement. Il a vécu une autre décennie après le mariage. Le 5 septembre 2016, à 91 ans, Hugh O'Brien est décédé paisiblement à son domicile de Beverly Hills avec Virginia à ses côtés. Il avait combattu plusieurs maladies liées à l'âge, mais à la fin, il a quitté le monde tranquillement, comme il le souhaitait. Après sa mort, un nouveau chapitre de son histoire a commencé devant les tribunaux. Dans sa fiducie de 2011, Hugh avait écrit clairement « Je n'ai pas d'enfant, vivant ou décédé ». Il a même énuméré 7 personnes par leur nom, dont Hugh Donald Crumpa, son propre nom de naissance, les déshéritant tous. C'était un geste qui a choqué beaucoup de gens et qui semblait conçu pour empêcher toute contestation judiciaire. Mais presque immédiatement, 4 personnes se sont manifestées, affirmant être ses enfants. Parmi eux, Kimberly Rallo, qui a déclaré que sa mère était sortie avec Hugh au début des années 1960 et que Hugh avait même payé le médecin qui l'avait accouché. D'autres comprenaient Adam Ross, Jim Vannerlow et Donald Atkins, chacun avec sa propre histoire et chacun prêt à soumettre des preuves ADN. Les batailles juridiques ont traîné pendant des années. Virginia, qui venait de perdre son mari, s'est retrouvée devant les tribunaux pour défendre sa succession. Les combats ont englouti des millions de dollars frais juridiques. De l'argent qui était censé aller à la Hugh O'Brien Youth Leadership Foundation. Les bourses d'études et les programmes pour les jeunes ont été suspendus pendant que les luttes salles d'audience se déroulaient. C'était une tournure douloureuse, transformant un homme qui avait tant donné aux jeunes le centre d'un différend qui retardait son dernier cadeau à